Merci Anne. Je suis ravie de faire la dernière présentation de cette magnifique journée. J'espère que vous êtes encore assez attentifs pour cette dernière intervention. Merci beaucoup Anne et merci aux organisateurs pour cette magnifique journée avec des interventions très riches. J'espère qu'on va vous retrouver nombreux aussi l'année prochaine à Poitiers avec une journée de qualité similaire à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc moi, je vais vous parler de la place des techniques de neurostimulation invasive dans le trouble obsessionnel compulsif. Donc avant de démarrer l'utilisation des techniques de neurostimulation dans cette indication, un petit mot sur les TOC. Les TOC, c'est une pathologie psychiatrique qui est très fréquente, qui est invalidante et complexe tant sur le plan clinique que sur le plan physiopathologique. C'est une pathologie qui va toucher 2 à 3% de la population générale. C'est le 4e trouble psychiatrique le plus fréquent. C'est une pathologie, contrairement aux troubles anxieux, qui va toucher d'une manière équivalente les hommes et les femmes. Et l'âge de début va se situer souvent chez l'adolescent et chez l'adulte jeune. Sur le plan étiologique, plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'apparition des TOC. Parmi ces hypothèses, on retrouve l'impact des facteurs environnementaux, mais aussi les facteurs immunologiques et neuro-inflammatoires. Il y a aussi les facteurs génétiques qui ont été décrits, notamment au travers des études familiales et des études sur jumeaux. Il y a aussi l'impact des systèmes de neurotransmission, la sérotonine, le glutamate, la dopamine. Et une des 2 hypothèses qui a été la plus décrite, c'est l'hypothèse neuroanatomique avec l'atteinte du circuit cortico-sous-thalamo-cortical qui a été bien démontrée dans plusieurs études de neuroimagerie dans le TOC. Et l'autre hypothèse qui a été beaucoup aussi décrite dans la littérature, c'est l'hypothèse neuropsychologique avec des atteintes notamment de la mémoire de travail, de la planification et plein d'autres fonctions exécutives chez les patients souffrant de TOC. Toutes ces atteintes vont se manifester sur le plan clinique par l'apparition de 2 symptômes clés des TOC, à savoir les obsessions, qui sont des idées intrusives qui s'imposent aux patients, dont il est bien conscient qu'elles sont ses propres pensées, et qui vont induire une détresse, une anxiété. Et ça va générer l'apparition des compulsions, qui sont, elles, des actes moteurs ou des actes mentaux répétitifs que le patient se sent obligé d'accomplir afin d'apaiser la tension générée par les obsessions. Ces obsessions et compulsions, on va les retrouver sous différentes dimensions au niveau clinique. On va avoir les obsessions de symétrie avec des compulsions d'ordre. On va avoir des obsessions agressives, appelées aussi les phobies d'impulsion, associées souvent à des compulsions de vérification. Il y a aussi les obsessions sexuelles religieuses avec également des compulsions d'annulation ou des compulsions de vérification. On retrouve une des formes de TOC les plus prévalentes, c'est les obsessions de contamination et de saleté associées à des compulsions de nettoyage et aussi les compulsions et les obsessions d'accumulation. Sur le plan du traitement, on dispose quand même de pas mal d'outils pour la prise en charge des patients TOC, à savoir la thérapie cognitivo-comportementale qui fonctionne très bien, et notamment un type spécifique de cette thérapie qui est l'exposition et la prévention de la réponse. Il y a aussi un arsenal pharmacologique assez intéressant, avec principalement les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, qu'on va utiliser dans le TOC à dose plus élevée que ce qu'on va utiliser dans la dépression. Et pour avoir une efficacité de ces traitements-là, il faut les maintenir plus longtemps que ce qu'on va avoir dans la dépression, à savoir 8 à 12 semaines avant qu'on ait une efficacité clinique chez les patients. Et souvent, on a besoin de potentialiser ces traitements-là par des antagonistes dopaminergiques comme la risperidone ou l'aripiprazole. Et chez la majorité des patients, on est amené à associer le traitement pharmacologique et la psychothérapie pour une meilleure efficacité. Donc malgré des obsessions thérapeutiques variées, tant sur le plan pharmacologique que psychothérapeutique, 40% des patients ne vont pas répondre à ces traitements-là. Et les patients répondeurs, donc les 60% restants, ils vont avoir souvent une réponse qui est partielle et insuffisante pour un meilleur fonctionnement au quotidien. Et comme c'est une pathologie chronique, les patients ils vont subir, durant l'évolution de cette maladie, des rechutes qui vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus impactantes.
Donc la nécessité chez ces patients résistants de réfléchir sur des prises en charge différentes, plus innovantes, plus personnalisées et adaptées à ce profil de résistance. Donc parmi ces prises en charge, les techniques de neurostimulation non invasives ont leur place dans cet arsenal thérapeutique. Et donc parmi ces techniques, on a la stimulation magnétique transcrânienne et la répétitive, donc RTMS et la TDCS. Et donc je vais vous parler de l'utilisation de ces techniques-là dans le TOC et plus principalement les études qu'on a pu mener sur l'unité de recherche clinique. Donc je vais commencer par la RTMS pour passer par la suite sur la TDCS. Donc, au niveau de l'utilisation de la RTMS dans le TOC, les premières études datent de 1997, hein, donc ça commence quand même depuis quelques années. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 35 études sur l'efficacité de la RTMS dans le TOC, dont 22 études randomisées contre placebo, donc des études à haut niveau de preuve. Et 10 de ces 22 études montrent une différence significative entre la stimulation active et la stimulation placebo. En plus des études, on retrouve plusieurs méta-analyses. On va plutôt maintenant arriver à un nombre de méta-analyses quasiment similaire au nombre des études contrôlées randomisées. Donc vous voyez quand même qu'il y en a pas mal. Et dans ces différentes méta-analyses, ce qu'ils nous montrent, qu'il y a un effet de taille quand même modeste, mais qui est en faveur de la RTMS active comparée à la RTMS placebo, quand on regarde l'évolution du score de la Y-Box, la Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, qui est l'échelle de référence dans l'évaluation de la symptomatologie TOC. Mais toutes ces méta-analyses pointent quand même l'hétérogénéité des études cliniques qui sont menées aujourd'hui, tant en termes de protocole de stimulation, de la sélection des patients et des choix des cibles. Concernant les cibles utilisées en RTMS, on va retrouver principalement le cortex orbitofrontal, le cortex préfrontal, latéral et médial, et aussi l'aire motrice supplémentaire. C'est les trois cibles qui ont été principalement utilisées en RTMS dans le TOC. Nous, sur l'unité de recherche clinique, on a travaillé principalement sur l'aire motrice supplémentaire. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui est impliquée dans la physiopathologie du TOC. Hein, c'est décrit dans les études de neuroimagerie et de neuroimagerie fonctionnelle, du fait de sa localisation, puisque c'est une zone qui est quand même très superficielle, facilement accessible à la RTMS et facilement neuronavigable, et parce qu'il y a eu aussi, selon les méta-analyses, des données comme quoi cette cible-là pourrait être intéressante dans la prise en charge en RTMS pour le TOC. Pour cela, nous avons participé à une étude multicentrique et mené une étude au sein de l'URC sur l'utilisation d'une stimulation inhibitrice au niveau de l'aire motrice supplémentaire. Donc, dans la première étude, on a utilisé de la RTMS basse fréquence pour inhiber l'aire motrice supplémentaire. Et dans la deuxième étude, c'est l'utilisation de θ-burst continu qui a aussi une stimulation inhibitrice au niveau de cette aire motrice supplémentaire chez les patients souffrant de TOC résistant. Les deux études avaient une méthodologie à peu près similaire, avec, dans l'étude multicentrique, 40 patients qui ont été inclus. C'était une étude randomisée en double aveugle. Les patients ont eu 20 séances de RTMS, une séance par jour, donc 4 semaines. De la RTMS à basse fréquence, donc 1 Hz, neuronavigué. Et on a évalué les patients avant les séances, à la fin des séances et à 12 semaines à l'issue des séances. Dans la deuxième étude qui était monocentrique, donc menée uniquement sur Poitiers, on a pu inclure 30 patients. C'était randomisé aussi en double aveugle. Les patients ont eu 30 séances, donc 10 de plus que la première. C'était aussi neuronavigué. On a évalué aussi les patients au début, à la fin des séances et à 12 semaines. Donc je ne vous présente pas les résultats en détail, mais juste la conclusion des résultats. Dans ces deux études, ce qu'on a retrouvé, c'est que la RTMS était bien tolérée. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre en avant une supériorité du traitement actif par rapport au traitement placebo. On avait des résultats qui étaient similaires dans les deux études, que ce soit à la fin des séances RTMS ou à 12 semaines. Et le nombre de répondeurs dans les deux groupes était similaire. Donc les résultats de ces deux études, qui sont quand même pas très encourageants, nous ont amené à réfléchir à autre chose pour les patients souffrant de TOC résistant. Et donc nous nous sommes orientés vers une autre cible. On s'était dit peut-être qu'il faut essayer de choisir une autre cible que l'aire motrice supplémentaire. Donc on s'est dirigé cette fois-ci vers le cortex orbitofrontal bilatéral. Pourquoi? Parce que pareil, c'est une zone qui a quand même été décrite beaucoup dans la physiopathologie du TOC, hein, dans ce circuit cortico-sous-thalamo-cortical.
Il y a eu 2 études qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui en utilisation de la RTMS au niveau du cortex orbitofrontal dans le TOC avec des résultats intéressants. Mais cette zone-là, présente quand même une difficulté, c'est le ciblage qui est plus difficile puisque c'est une zone qui nécessite quand même l'utilisation de bobines spécifiques pour arriver à toucher le cortex orbitofrontal qui est quand même plus profond que cette aire motrice supplémentaire qui est assez superficielle. Donc pour cela, on a utilisé une bobine, la bobine DB80 qui permet une stimulation plus profonde que la RTMS classique puisqu'on est à 7 cm comparé à la RTMS classique qui est à peu près à 3 cm. Et cette bobine-là, elle existe en double placebo, donc ça fait un gros papillon sur la tête des patients. Et on a mis en place une étude multicentrique, aujourd'hui entre Poitiers et Paris, et bientôt peut-être avec Nantes, qui est randomisée en double aveugle, avec la stimulation du cortex orbitofrontal latéral, droit et gauche. Donc les patients ont 2 séances par jour, une séance à droite, puis une séance à gauche, espacée de 3 heures. Au total, 20 séances. Et ils sont évalués au début des séances, à 25 jours et à 70 jours post-séance. Et pour le moment, on a pu inclure 30 patients sur les 100 attendus, avec des résultats encourageants, mais ça, je vous en parlerai peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, quand on aura fini cette étude. D'autres perspectives dans l'utilisation de la RTMS dans le TOC, c'est l'apparition de la stimulation cérébrale profonde de la société BrainsWay, donc la DIP RTMS. Là aussi, avec cette bobine-là, on va stimuler des zones plus profondes. Et selon les auteurs, à l'utilisation de cette bobine, permet de stimuler le cortex préfrontal médial et le cingulaire antérieur. Donc, dans l'étude qui a été menée pour valider l'utilisation de cette RTMS, qui a permis par la suite que cette bobine-là soit approuvée par la FDA pour les TOC, ils ont inclus 89 patients, ce qui est une cohorte quand même très importante. Ils ont utilisé une stimulation haute fréquence, 20 Hz, associée à une technique de provocation des symptômes, c'est-à-dire que les patients, avant de démarrer leur séance de RTMS, ont essayé de réactiver les symptômes du TOC en faisant un bilan des symptômes présentés par le patient au préalable. Donc avant les séances et avec l'accord du patient, les symptômes ont été réactivés pour induire une stimulation sur une zone cérébrale qui est déjà activée et pas au repos avant la stimulation. Donc, ils ont fait 6 semaines de stimulation avec une séance par jour, suivie ensuite à 1 mois. Et selon les données de cette étude, le traitement actif était nettement supérieur au traitement placebo sur l'utilisation de la DIP RTMS de la société BrainsWay dans la prise en charge du TOC résistant. Donc au total, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur l'utilisation de la RTMS dans le TOC? Les données de la littérature restent quand même prometteuses, tant sur la RTMS que sur la DIP RTMS. Cependant, pour la RTMS, le niveau de preuve reste quand même assez bas, avec une utilisation qui va être plutôt du domaine de la recherche que de la pratique clinique courante, puisqu'on n'a pas encore une cible prédéfinie ou de protocole de stimulation prédéfini dans le TOC, comme on va avoir dans la dépression. Et aussi ce questionnement qui apparaît dans le TOC, qui est déjà présent dans la dépression, sur à quel moment on doit utiliser la RTMS chez les patients souffrant de TOC. Et les données d'une des dernières méta-analyses nous dit que la RTMS elle serait beaucoup plus intéressante après l'échec d'un antidépresseur plutôt qu'après l'échec de plusieurs antidépresseurs ou chez les patients résistants. Donc un peu le même questionnement qu'on a déjà dans la place de la RTMS dans la dépression. Et donc ça amène cette réflexion que peut-être chez les patients résistants, on est face à des modifications neurobiologiques et neuropsychologiques qui va moduler finalement l'efficacité des techniques de neurostimulation. Et peut-être que nos protocoles futurs des techniques de neurostimulation chez les patients résistants devraient peut-être s'appuyer sur des études en neuroimagerie, en électrophysiologie, spécifiques à ces patients-là pour pouvoir faire un ciblage personnalisé et approprié pour les patients qui souffrent de TOC résistants. Concernant la DIP RTMS, les données sont quand même très intéressantes de cette étude multicentrique. Cependant, cette étude n'a pas encore été répliquée et n'a pas non plus été, d'autres études n'ont pas été menées par des équipes indépendantes, puisque là, c'était l'étude qui a été financée par BrainsWay. Donc, il est important de faire d'autres études avec des équipes indépendantes pour valider l'efficacité de cette technique chez les patients souffrant de TOC.
Donc voici pour la RTMS. Je vous parle maintenant de la place de la TDCS dans la prise en charge des TOC résistants. L'utilisation de la TDCS est beaucoup plus récente. Les premières études datent de 2013, donc c'est très récent, l'utilisation de cette technique, avec quand même la majorité de ce qui a été publié jusque-là, c'est des études de cas, des études en ouvert et très peu d'études contrôlées randomisées. On est à 6 études, donc ça reste quand même assez faible en termes de niveau de preuve. Là aussi, on a plusieurs cibles qui ont été choisies dans la littérature pour le TOC. Parmi les cibles, on revient toujours sur le cortex orbitofrontal. On a le cortex préfrontal dorsolatéral. On a l'aire motrice supplémentaire. Et ce qui a été utilisé aussi, c'est le cervelet droit. C'est l'équipe de Lyon qui a utilisé cette cible dans la prise en charge du TOC résistant. Donc sur Poitiers, on a mené dans un premier temps une étude en ouvert sur l'utilisation de la TDCS dans la prise en charge des TOC. Dans cette étude-là, on a effectué 10 séances de TDCS, une séance par jour pendant 2 semaines. La cathode, donc en cherchant toujours cet effet inhibiteur au niveau de l'aire motrice supplémentaire, et l'anode, elle était au niveau de la zone orbitofrontale droite. Les patients étaient évalués à l'inclusion, à la fin des séances, à 1 mois et à 3 mois post-séance, avec toujours l'échelle de référence qui est la Y-box. On a utilisé des électrodes assez larges, 35 cm², et on a appliqué un courant de 2 mA pendant 30 minutes. Donc, dans cette étude pilote, on a pu inclure 25 patients. Sur les 25 patients, on constate quand même une diminution assez importante des symptômes des TOC. Pour rappel, l'échelle de la Y-box, elle va de 0 jusqu'à 40. Donc, quand on a des patients à 28, on est quand même à une sévérité assez importante de la maladie. Donc, il y a une diminution assez importante de cette échelle après les séances à distance et à 3 mois. Donc, c'était encourageant. Mais ce n'est pas suffisant, puisque, comme vous le savez, pour que les résultats soient valables, il faut les valider par une étude contrôlée randomisée. Et donc, on a eu la chance d'obtenir un PHRC interrégional, le PHRC TDCS TOC, cette PHRC a été obtenue en 2015. Grâce à ce PHRC, on a pu mener une étude multicentrique entre Poitiers, Rennes, Nantes et Lyon. Les inclusions se sont terminées en septembre 2021. Donc, on a fait une étude contrôlée randomisée en double aveugle avec une méthodologie identique à l'étude pilote dans le placement des électrodes, dans l'utilisation du courant. Tout a été complètement similaire. Donc, voici un premier aperçu des résultats de ce PHRC. C'est une première présentation. Donc, grâce à la dynamique des centres, on a pu inclure quand même 80 patients, ce qui est la cohorte la plus importante dans la TDCS dans le TOC jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci à votre participation. Donc, Nantes, ils ont été très actifs dans ce protocole aussi. Donc, on avait autant d'hommes et de femmes, ce qui représente la répartition des TOC. L'âge moyen était de 40 ans. Avec un âge de début de la maladie quand même assez précoce, une durée de l'évolution de la maladie qui est assez importante, si on est en moyenne à 15 ans. Des patients présentant un TOC assez sévère, on a en moyenne un score de Y-box qui est autour de 30, et avec des scores de dépression assez bas, puisque la sélection était faite sur des patients qui ont des TOC sévères, sans symptomatologie dépressive importante associée. Et qu'est-ce qu'on trouve au niveau des résultats ? On retrouve ceci. Donc on a une évolution des scores de la Y-box qui sont similaires finalement entre le bras actif et le bras placebo à J14 et à 1 mois. Par contre, à 3 mois post-séance, on a quand même la diminution de ce score de Y-box qui se maintient dans le temps, alors que dans le bras placebo, le score de la Y-box remonte. C'est comme si l'effet de la RTMS, de la TDCS active se poursuit dans le temps, alors que la TDCS placebo s'estompe à fur et à mesure. On a un petit peu cet effet qu'on va retrouver avec les médicaments, donc un besoin assez long pour essayer de conclure sur une efficacité du traitement dans le TOC. Donc pour la TDCS, on est aujourd'hui encore à des niveaux de preuve assez faibles, encore plus faibles que ce qu'on a dans la RTMS. Il y a des résultats encourageants parce que c'est une technique qui est facile d'usage, parce que c'est bien toléré, mais quand même, on n'a pas assez de preuves pour l'utilisation en pratique et clinique courante, mais plutôt dans une dynamique de recherche, parce que là aussi, on n'a pas encore de cible spécifique, il n'y a pas de protocole de stimulation prédéfini. Nous, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il y a une efficacité modérée,
dans le protocole qu'on a essayé et un délai assez long pour le maintien et l'apparition de cette efficacité. Et donc, on s'est posé la question sur peut-être la nécessité d'activer les réseaux du TOC avant la mise en place des techniques de neurostimulation, comme ce qui a été fait avec la DIP-RTMS. Et donc, le prochain projet de recherche sur la TDCS consiste à utiliser le même protocole, parce qu'on est convaincu que ce protocole, il est bien, associé à la technique de provocation de symptômes. Donc, le patient va être vu avant les séances. On va revoir avec lui les différents types d'obsessions et de compulsions. On va choisir les obsessions et les compulsions qui ne sont pas très angoissants, mais qui le sont quand même un petit peu, pour les réactiver avant les séances de TDCS. Donc Véronica, qui est interne chez nous, fait sa thèse sur cette question-là. Donc elle développe le protocole pour la mise en place future. Et donc j'espère que l'association de la TDCS avec la provocation des symptômes puisse maximiser les résultats de ces techniques chez les patients TOC. Donc au total, comme je vous l'avais dit, l'utilisation des techniques de neurostimulation non invasives dans le TOC sont quand même intéressants chez ces patients-là. Il y a quand même de la recherche à poursuivre sur le rôle et leur place chez les patients souffrant des TOC. Parmi les pistes, c'est une meilleure homogénéité des patients qui puissent en bénéficier, parce que le fait d'associer des patients très résistants à moins résistants, on va avoir des résultats quand même très hétérogènes. Peut-être aussi une homogénéité dans la clinique. Les patients qui ont des TOC de symétrie ne vont peut-être pas répondre de la même manière que les patients qui ont des TOC de contamination. Donc ça, c'est une autre complexité de cette pathologie-là. Il y a aussi la nécessité d'optimiser les paramètres en termes de type de stimulation, zone de stimulation, quelle bobine faut utiliser. Et peut-être s'appuyer sur ce que se fait de plus en plus dans ce domaine-là, c'est-à-dire associer les techniques de neurostimulation à des techniques de simulation pour savoir, en fait, finalement, quand on choisit un protocole, quelle est la diffusion du champ électrique qu'on va avoir. Donc, on a une thèse actuellement autour de cette question-là. Donc notre collègue a essayé de voir chez 6 patients pris au hasard parmi les différents patients qui ont eu de la TDCS la répartition des champs électriques chez ces patients-là qui ont eu le même positionnement des électrodes. Et vous voyez ici que la diffusion de ce champ électrique va être très différente d'un patient à l'autre. Donc finalement, on va appliquer les mêmes paramètres de stimulation chez tous les patients et on va avoir quand même une diffusion du champ électrique qui va être complètement différente. Donc peut-être aussi dans le futur, l'utilisation de ces techniques-là pour une meilleure compréhension, une meilleure utilisation de ces techniques de neurostimulation. Donc merci à toute l'équipe de l'URC pour son aide dans la mise en place de ces différents protocoles de recherche et merci à tous pour votre écoute. Et j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués pour la fin de la journée.